commencer à construire demain. Et c'est à ce niveau que nous devons travailler ensemble, en synergie. Je pense que ce que nous n'avons pas encore réussi à faire, surtout nous, Africains, c'est de gérer l'intelligence collective. Individuellement, on est fort, puissant, on fait des choses, on fait bouger le monde. Mais il s'agit d'essayer d'être ensemble pour qu'on essaie de voir des faiblesses. Et donc, c'est à ce niveau que nous devons travailler, construire ces synergies, mais surtout, bâtir une stratégie. Parce qu'il nous faut une finalité dans ce que nous faisons. Y'en a marre a été un concept formidable pour mobiliser. Le DAS Fanal, tout ça, ça a été des concepts formidables pour mobiliser. Maintenant, il faut construire la stratégie avec une finalité. Et je pense que c'est tout trouvé. Nous sommes à une période où nous avons fini de commémorer 50 ans d'indépendance. Personne ici n'a été content que ce qui s'est fait au Bénin, ailleurs dans tous les pays, heureusement, les gens sont conscients. On se dit, mais le tableau est encore noir. Mais alors nous, notre génération, est-ce qu'on devrait se permettre, quand il faudra commémorer 100 ans en 2060, qu'on ait encore ce même tableau? Mais non. Donc la stratégie est tout trouvée. Construisons l'Afrique 2060 et commençons maintenant aujourd'hui parce que c'est la mission de notre génération. Et c'est à cela que j'appelle véritablement des synergies que les gens devaient pouvoir effectivement construire. Donc pour ne pas trop monopoliser la parole, je remercie encore une fois tous ceux qui sont intervenus ici et on continue le travail ensemble. Merci beaucoup. That allows you to see an opportunity for youth to make a difference. We have a number of laureates that are studying different media in their own countries. What is it you see in popular media that allows you to see the achievements that have been achieved so far by young people? I don't know if I get you right, but what I can say is, on utilise aujourd'hui d'autres médias que le rap, comme par exemple le cinéma, pour toucher un public, une cible qui ne nous écoute pas parce qu'on fait du rap. Il y en a parce que c'est du rap, ils n'écouteront pas. C'est simple, j'aime pas le rap. J'aime pas le rap, j'aime pas les rappeurs, ils s'habillent mal, ils ont des bonnets sur la tête, j'aime pas les rappeurs. Voilà. Donc, pour cela, il faut trouver d'autres canaux pour communiquer. Et ça va être le cinéma, entre autres canaux. Si on peut booster des gens qui sont dans la peinture, si on peut booster des gens qui sont dans la radio, quel que soit ce que tu utilises, c'est une arme. Utilise-la. Parce que le combat, il est sérieux et en face, on ne nous laissera pas faire passer nos idées. Et dans ce film, on est parti de l'expression banto qui dit que tant que les lions n'auront pas leurs historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire, seront toujours à la gloire du chasseur. Donc, il faut que nous-mêmes, nous ayons nos propres médias et nos propres canaux de diffusion d'informations et que nous-mêmes, nous définissions le contenu à mettre dans ces médias. Que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, que ce soit la danse, quel que soit le canal de diffusion du message qui peut toucher les masses, il faut utiliser. Donc, que ce soit sur la toile, que ce soit sur Facebook, Twitter, on est un peu actif un peu partout. Mais tout ce qu'on pourra utiliser, on va utiliser. Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a dans nos télés nous vient du Nord. Toute l'information est produite au Nord. La plupart des informations qui sont là, sur la RTS, c'est CFI, c'est Reuters, c'est des agences de presse internationales extérieures. Et aujourd'hui, nos agences de presse n'arrivent pas à faire remonter notre information, en tout cas l'information crédible au Nord. Et au Nord, on a toujours l'impression que nous vivons toujours à l'âge de la pierre, comme tu dis. Et donc, il faut rééquilibrer l'information et tous les canaux de diffusion de l'information, on va les utiliser. Je dis souvent que pour moi, le rap n'est juste qu'un alibi pour faire passer un message. Pour moi, ce n'est pas la fin, c'est juste un moyen d'arriver à faire passer un message. I don't know if I... Yes. All right, thank you. Are there specific questions for Awadi? La question n'est pas spécifiquement pour Awadi, mais j'aimerais pouvoir avoir son point de vue avant qu'il ne quitte, puisqu'apparemment il va quitter. Je ne vais pas maintenant, je salue ce que vous avez fait pour nous tous. Merci, il n'y a pas d'autre mot que merci pour ce que vous contribuez. Voilà. Maintenant, ma question, c'est la perception générale qu'on a, c'est que la jeunesse
où l'audience que vous arrivez à toucher pour le moment est essentiellement urbaine. Ce qui se comprend, vous se comprendrez, quelle est la stratégie pour toucher la jeunesse rurale, qui est quand même l'essentiel de ce continent? Voilà. Ouais. En tout cas, ce que nous essayons pour la jeunesse rurale, je pense que globalement aujourd'hui, quand tu prends le cas du Sénégal, la plupart des jeunes viennent vers les grandes villes. Que ce soit les jeunes de Ziguinchor, ils viennent tous vers les grandes villes. Et aujourd'hui, avec la radio, tu les touches, même s'ils sont à Kounkané, tu les touches. S'ils sont à Kidira, tu peux les toucher. Par la musique, justement, c'est un booster, c'est un accélérateur pour le message. La musique aide en tout cas à faire arriver dans ces contrées reculées. Mais aussi, il y a beaucoup d'entre nous, on fait des tournées un peu, on tourne un peu partout dans nos pays et on essaye d'aller quelquefois dans des endroits où on ne nous attend pas pour faire des concerts. Donc, on essaye, autant que faire se peut, d'aller vers les populations là où elles se trouvent. Ce n'est pas facile, ça coûte cher si on doit se déplacer avec une équipe parce qu'il faut l'aspect ludique quand nous on y va. En tant que musicien, c'est l'aspect ludique qui est attrayant. Les gens viennent avec « Ah ouais, on va danser au concert de tel » et puis direct, toi, tu places ton message. Mais ce n'est pas évident toujours d'aller partout là où on a besoin de nous. Oui, certains s'en plaignent et ils ont raison, mais nous essayons de le faire. Mais globalement, le gros de la troupe aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, vu que nos campagnes, il n'y a pas, justement, l'agriculture n'est pas développée, on ne développe pas les villes secondaires. Le gros de la troupe se retrouve dans les capitales et c'est là qu'on essaye, nous, de faire le plus de dégâts possible, en tout cas de semer la graine et qu'eux, à leur tour, durant les nawettes, ils retournent faire passer le message. C'est un peu comme ça, mais il n'y a pas de stratégie, en tout cas à mon niveau, pensée, voilà. Je voudrais quand même préciser, ajouter à la suite d'Awadi. Parce que nous, d'une part, on utilise la musique comme eux, mais d'autre part, nous avons d'autres moyens de toucher les gens. Et c'est à partir des esprits Yanamar. Nous, on a des esprits Yanamar qui sont éparpillés un peu partout dans le pays. Si je m'attendais à cette question, j'allais venir avec une lettre que des jeunes c'est derrière Sindian, j'oublie le village. C'est derrière Signan, des jeunes qui ont écrit une lettre à la main comme ça, manuscrite, pour dire oui, nous, population jeune de tel village. J'oublie le village, c'est juste derrière Signan, c'est en Casamas. Ils ont dit oui, nous voulons adhérer au mouvement Yanamar, vu tout ce que vous avez fait, vu le NTS. Et ils l'expliquent d'une certaine manière tellement pertinente, moi j'étais surpris. Je ne savais pas que le mouvement est arrivé à ce niveau-là, d'une part. D'autre part, parmi les esprits que nous avons, la majorité, c'est dans les régions, dans les villages. On a tenu des réunions jusqu'à Kerpaté, c'est la frontière entre le Sénégal et la Gambie, où tu vois des jeunes, je ne sais pas par quel moyen d'ailleurs, ils ont compris le message et ils veulent avoir leur esprit. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il ne faut pas sous-estimer. Parfois, il y a des vieux dans certains villages, c'est des anciens PAI ou des compagnons même de Cheikh Anta Diop, des anciens du RND. Parfois, ils vous appellent, ils vous invitent à venir et ils regroupent les jeunes. Et quand ces vieux-là, quand vous les écoutez, les meilleures leçons que j'ai apprises sur l'histoire du Sénégal, c'est souvent en discutant avec ces vieux comme ça. Et en ce qui concerne le mouvement Yanamar, c'est parfois au-delà des jeunes. L'esprit qui s'est constitué, c'est dans le Matam, un village reculé du Matam, derrière Saldé. C'est des personnes du 3e âge, des imams, qui ont dit que c'est un village vraiment. Ils nous ont invités là-bas déjà pour y arriver, c'est très difficile. Et quand on est arrivé sur place, il n'y avait pas 7, 8 imams, 8 personnes, bon, pas des imams, mais des personnes vraiment d'âge avancé. Ils ont beaucoup insisté pour qu'on vienne. Ils nous disent, on vous invite pour que vous parlez aux jeunes du village. On leur dit, mais vous les regroupez. Après, ils viennent, on discute un peu. Et depuis, il y a un esprit Yanamar là-bas. Donc, la stratégie, c'est d'avoir des esprits Yanamar partout en ce qui nous concerne. Avoir des esprits, c'est-à-dire que c'est des petites entités. Nous, on dit c'est 25 personnes, dont au minimum 10 femmes, pour essayer de mutualiser leur savoir-faire, leurs idées, et essayer d'être utiles à leur propre localité. Mais en même temps, d'être des relais du mouvement à ces différents recoins du pays. Merci.
Je suis lauréat de l'Institut Enfance et Jeunesse. Je suis congolais de la RDC. Alors, je parle à Tchèque M23 et à FAL. Mes excuses d'abord. Ce mouvement-là me fait peur. M23. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je suis de la RDC. Il y a un mouvement, pour ne pas prendre les paroles de Diakon, qui dit que ce sont des imbéciles, n'est-ce pas, qui prennent les armes pour tuer la population. Et ces mouvements M23 en République démocratique du Congo eh ben, sont patronnés par, entre guillemets, les petits Rwandais qui reçoivent les fonds des pays occidentaux. Alors, vous comprenez que la RDC est très grand. C'est l'éléphant. Mais qui est dérangé par une moustique qui est le Rwanda. Vous comprenez que le Rwanda ne pouvait pas faire face à la RDC. Il a une population, si je ne m'abuse pas, de 9 000. Mais pas la population de la capitale, Kinshasa, qui revient aujourd'hui à plus de 10 000. Il suffit, même si Rwanda a les armes, il suffit de dire tout simplement que allons-y tout simplement, marchons sur le Rwanda, il va fuir. Mais aujourd'hui, nous sommes très dérangés. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire ceci. À peine vous venez de dire qu'après les élections, les jeunes m'ont demandé de festoyer et vous avez pris des instruments. Qu'est-ce que je vais dire? Un mouvement marche avec des moyens financiers. Vous restez même tard dans un hôtel. Il faut manger. Il faut faire des déplacements. Il faut qu'il y ait des moyens de communication. Et je voulais demander, où est-ce que vous trouvez l'argent des moyens pour faire face? En RDC, il y a l'opposant Tshisekedi, et parfois, il y a le pouvoir. Il donne aussi l'argent. Dernièrement, il a reçu plus d'1 million de dollars. Mais il n'a pas changé sa position. Il est allé. Mais où est-ce que vous trouvez cet argent pour faire face, pour la communication, pour faire des déplacements, imprimer? Où est-ce que vous trouvez cet argent-là? Merci. C'est une bonne question. Très bonne question. Mais simplement je voudrais commencer par vous rassurer sur une chose. Le M23 du Sénégal et le M23 du Congo ne partagent que le nom. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'essayer de changer notre nom parce que nous suivons ce que le M23 fait au Congo et c'est diamétralement opposé à notre approche. Ici, et d'ailleurs, ce qui nous rassure au moins, c'est que le nôtre existe bien avant celui du Congo. En tout cas, avant qu'on ait commencé à entendre le M23 du Congo sur RFI et ce qu'ils font, celui du Sénégal a existé déjà. Donc c'est peut-être eux qui ont copié le nom que nous avons. Au Sénégal, c'est un mouvement des forces vives de la nation du 23 juin. Mais pour ne pas lui faire d'amalgame, peut-être que nous allons changer notre nom et laisser aux Congolais le M23 parce que ce n'est pas la même image. Sur le financement du mouvement, c'est très simple. Et là, je ne vais pas aussi aller très loin. Nous n'avons jamais eu de très grands besoins. Pour une raison simple, c'est que l'essentiel de ce que nous faisions était porté par les membres, par les citoyens eux-mêmes. Lorsqu'on appelait à des manifestations, ce sont les gens qui venaient avec leurs propres moyens et qui se payaient à manger et qui passaient la journée sans rien demander. C'était vraiment un engagement citoyen. Maintenant, évidemment, il y a des dépenses. Je donne un exemple. Peut-être que le budget le plus cher sur nos activités, c'était quelque chose autour de 6 à 7 millions à un moment donné. Je ne sais plus sur quel... ça devait être le 23 juillet 2011 ou quelque chose comme ça. En tout cas, après le 23 juin. Le budget le plus cher devait être dans ces eaux-là. Nous faisions simplement ceci, tous les membres, parce que nous avions... Tous les partis politiques de l'opposition du Sénégal étaient membres. Il y a des personnalités indépendantes
certains ont d'assez grandes fortunes. Nous exposions le budget et les partis politiques en général qui ont les plus de moyens contribuent. Chaque parti apporte aux concurrences de ce qu'il veut bien donner. Et nous tous, nous mettions la main à la poche. Et un exemple simple, nous avons une cellule M23 à l'université. Et toutes les photocopies qui ont été faites par la cellule M23 de l'université, c'est moi-même qui partais ici au point E parce qu'on finissait souvent des réunions à la RADO. Il y avait un gap de B6 ici. Je prenais sur moi 50 000 ou 60 000, etc., que je leur donnais pour qu'ils fassent les photocopies à l'université. Ce sont donc les membres du mouvement qui mettaient la main à la poche pour financer les activités du mouvement. Nous n'avons jamais reçu aucun centime, et ça je peux en témoigner parce que je suis membre du secrétariat, aucun centime de l'extérieur, aucun centime de quelque catégorie nationale dont nous ne pouvions justifier de la provenance de l'argent qu'ils nous donnaient. Ça, on a toujours veillé à être très clair là-dessus. Une seule fois, une ONG, une organisation nous a financé, et c'était bien après. C'est la Fondation Friedrich Ebert qui a financé un séminaire que le M23 a organisé dans un hôtel. Et pour ça aussi, le M23 n'a touché aucun franc. L'hôtel nous a envoyé une facture pro forma que nous avons envoyée à Fondation Ebert qui a payé directement l'hôtel. Donc nous n'avons même pas touché l'argent de cette fondation. Donc c'est pour vous dire simplement sur le mode de financement. Et Fadel pourra venir sur les membres, les organisations membres. Y'en a marre, tout le monde sait aussi comment Y'en a marre se financer. Souvent, ils marchaient, c'est plus simple. Souvent, ils prenaient des cars rapides, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis, ils mangeaient des sandwichs et des sachets d'eau de 50 francs ou de 25 francs. Alors, vous voyez, cet engagement-là n'a pas été très, très coûteux. Fadel pourrait éventuellement aussi dire deux mots. Mais cher, vous avez tout dit. En fait, peut-être m'a permis de faire la publicité de nos t-shirts. Parce que nous, donne-moi un t-shirt. Ouais, LLCD. Nous, c'est très simple. Il faut être indépendant, pour être libre, donne-moi le t-shirt carrément. Il faut être indépendant financièrement. Et nous avons confectionné le t-shirt depuis le départ, t-shirt Y'en a marre et NTS, que nous vendons. Très cher, à 7 000 francs, mais ça vaut le coup. Parce qu'il faut être indépendant, il ne faut pas que demain qu'on vous reproche quoi que ce soit. Ça, c'est le nouveau type de Sénégalais. Il y a des t-shirts NTA, nouveau type d'Africain. Mais Cheikh a dit quelque chose de très, très important. Nous n'avions jamais eu besoin à beaucoup d'argent, en fait. Pour faire des activités comme ça, ce n'était pas très cher. La sono Awadi, parfois il contribuait, il donnait sa sono gratuitement, il nous l'envoie. Parfois après, c'est Cheikh Dieye qui passe vous prendre pour aller à un regroupement et le reste, on marche. Et aussi, il y a la contribution. Cheikh, parfois, il peut donner 100 000 francs. Comme à l'époque, un ministre de la République, je ne vais pas donner son nom, sous Abdoulaye Wade, il croyait à ce combat. Il a acheté un t-shirt Y'en a marre à 200 000 francs, là où ça coûtait 7 000 francs CFA. C'était sa manière de contribuer. Maintenant, sur le financement étranger, je vais m'arrêter un peu parce que nous, depuis que Laurent Fabius est venu nous voir, au QG de Y'en a marre, tout le monde pense que c'est les Français qui sont derrière, ils ont beaucoup d'argent. Je tiens à préciser que nous, Y'en a marre, nous ne sommes pas des complexés post-coloniaux. On ne voit pas le ministre des Affaires étrangères de la France avec ses valises qui viennent régler le problème des Africains. On voit juste un fonctionnaire français qui vient nous voir. Et c'est nous qui l'avons invité. Parce qu'au départ, il voulait qu'on vienne là-bas festoyer au CCF. Nous avons dit non. Parce que même quand Macky Sall a voulu nous voir, le président de la République, il est venu à notre QG. Si vous avez besoin de nous, vous venez à notre QG. Au Parcelles Assainies, c'est en banlieue et vous verrez autre chose qu'une pancarte publicitaire en venant à Dakar. Il a dit, mais oui, c'est une belle idée, il vient. Point. Il nous a donné peut-être des porte-clés. Parce qu'on lui a offert gratuitement un t-shirt, lui aussi nous a offert gratuitement des porte-clés. Voici. Mais à part ça, aucun rapport avec aucun financement venant de l'étranger qui a atterri chez Y'en a marre, jamais. On n'a même pas voulu l'argent de nos propres partis politiques, à plus forte raison, l'argent venant de l'étranger. Mais il faut qu'on dépasse ce stade-là. On voit toujours la main des étrangers. Toujours. On ne voit pas la main des Africains qui acceptent. Toujours, il y a les c'est les Occidentaux qui nous font ça. Non, ce n'est pas vrai. C'est nous qui l'acceptons. C'est nous qui sommes d'accord, qui tombons d'accord à chaque fois que les gens passent par nous pour arriver à... Ouais. Et c'est ça aussi, Y'en a marre. Parce que quand on dit Y'en a marre, c'est au-delà de la contestation, c'est tous ces petits actes-là, tout ce fatalisme-là, toute cette mentalité qui fait qu'on pense qu'on est condamné à jamais, on ne s'en sort pas, et qu'on laisse les choses aller, les laisser aller, les fatalismes. J'en profite pour revenir à la question, pas la question, mais Eliman a parlé de stratégie.
Peut-être que vous n'aimez pas beaucoup le Rwanda, mais moi j'ai vu ce que les Rwandais ont fait en termes de stratégie de développement. Ils ont un cap 2020, tout le monde va à 2020. Et chacun a ses responsabilités, a sa mission, a ses charges, a ses prérogatives, en tout cas à son tableau de bord pour arriver à 2020. Nous, Y'en a marre, c'est 2022. Nous, on dit en 2022, il nous faudra arriver au stade du nouveau type de Sénégalais. Il faut des nouveaux types de Sénégalais. Les NTS vont commencer véritablement à changer et à voter et à réagir en 2022, 2022. Mais pour y arriver, on a articulé ce qu'on appelle mais modestement les chantiers du NTS. Et à travers ces chantiers, il y a des programmes de formation citoyenne à tous les niveaux. Formation citoyenne au niveau informel. Vous allez voir bientôt des concours, je ne veux pas trop avancer sur des projets en cours, mais en tout cas, vous allez voir qu'on va occuper les espaces Newetan partout, en tout cas l'informel, pour faire de la formation citoyenne et amener les citoyens sénégalais à s'intéresser à ça et à l'approprier. Mais aussi au niveau de l'école. Ça, je peux le dire parce que le projet est déjà déposé au ministère de l'Éducation nationale et c'est en passe d'être validé. Et nous allons sillonner le pays pour, dans chaque école, mettre un club citoyen que nous appelons club NDS. Et ces clubs citoyens-là, au niveau des collèges et des lycées, vont être un moment, un cadre de discussion, de débat sur la citoyenneté, mais aussi d'encouragement des jeunes à aller vers les actes, vers des actes, en tout cas à être beaucoup plus conscients de citoyens et à beaucoup plus participer pour leur pays. À travers un grand programme que nous allons dérouler, mais bien sûr, on va démarrer dans quelques régions pour cette année, et après on va l'élargir. Et au niveau des primaires, nous avons un programme avec Malal Talla, avec des ateliers d'écriture, passer avec les jeunes pendant une journée, à les former à la citoyenneté, des ateliers. Et même au niveau de la case des tout-petits et dans les daras. Nous avons prévu de discuter avec les jeunes, de les amener vers cet engagement citoyen-là pour arriver à l'émergence d'un nouveau type de Sénégalais. C'est une stratégie qui s'articule autour, à côté même au niveau de l'environnement, à tous les plans, culture urbaine, sport, santé communautaire, qu'on va utiliser pour arriver à changer petit à petit les choses, pour arriver à l'émergence du nouveau type de Sénégalais, qui selon nous est le seul moyen d'arriver à un vrai changement. Parce que tant qu'on veut changer les choses en haut et qu'on ne change pas les choses à notre niveau, ça ne servira à rien. Et on commence par respecter l'heure, on commence par dire les choses qu'on comprenne, etc. etc. Merci. Merci beaucoup. Je voulais juste rebondir sur la question du financement, qui me paraît cruciale parce que quand on veut décrédibiliser un mouvement, en général, on pose toujours la question du financement. Et on se rend compte, en fin de compte, que c'est une question totalement secondaire. Ce qui est vraiment important, c'est l'objectif qu'on se fixe, la volonté qu'on a par rapport à cet objectif-là d'y arriver et la volonté qu'on a de pouvoir faire adhérer les gens à cet objectif. Moi, je voudrais, et je parle sous le contrôle de Cheikh Dieye, donner aussi l'exemple des assises nationales. Parce qu'avant de venir au Collège Réal, j'étais membre des assises nationales, vice-président de la commission scientifique et membre du bureau. Et les assises nationales, c'est quelque chose qui a duré 1 an, qui continue jusqu'à présent. Mais la première étape, ça a duré 1 an, de juin à juin, pour pouvoir faire la restitution de ces assises. Et donc, c'est un travail qui a demandé quand même beaucoup d'argent. Mais vous savez, il n'y a pas eu un seul franc venant de l'étranger. Les millions qui ont financé les assises nationales sortaient de la poche des Sénégalais. Et comme il l'a dit, c'était des bons de 1000 francs qu'on vendait, que les gens achetaient, chacun selon ses moyens. Et là où on se rend compte de l'importance de l'adhésion des gens par rapport à une idée, par rapport à un idéal, par rapport à un objectif, c'est quand on était abordé par des gens qui étaient dans des postures où ils ne pouvaient pas officiellement, ouvertement manifester leur adhésion par rapport aux assises nationales parce qu'ils étaient dans des organismes internationaux ou dans des postes très sensibles et qui venaient contribuer en disant mais nous sommes Sénégalais, nous sommes intéressés par ça, nous y croyons, nous ne pouvons pas ouvertement prendre position, mais sachez que nous sommes d'accord avec cela. Et voilà notre participation. Ce n'est pas nous qui allions les voir, c'est eux qui venaient. Et je crois que ça, c'est extrêmement important de penser que l'argent n'est pas un obstacle. L'argent n'est qu'un moyen. Quand les gens sont convaincus, vous savez, 1000 francs et 1000 francs et 1000 francs, c'est ça qui finalement finit par donner une force financière. Et il faut
il faut qu'on arrête, à mon avis, de trop se focaliser sur la question de l'argent parce que c'est vraiment un faux débat. Quand on a commencé pour nous décrédibiliser, on a dit oui, ils sont financés par l'extérieur. Moi, je parle à partir d'une expérience de l'intérieur, pas un seul sou venant de l'étranger. Ce n'est que l'argent des Sénégalais, du Sénégal ou de la diaspora qui a servi à financer cette activité-là. Merci. We'll take a few more questions. Abdullahi, our sister there. And answer them as briefly as possible. I think we'll have some time after this to mingle and ask more specific questions. Thank you all very much. Thank you. One question and one comment. About the question,
Je voudrais demander à tous les amis qui ont fait de brillants exposés ce qu'ils pensent de mon interrogation, à savoir que je pense que nous avons bien compris comment les choses se sont passées, nous qui ne sommes pas du Sénégal particulièrement. Nous avons bien compris pourquoi ces mouvements sont nés, n'est-ce pas, ce qu'on a appelé la sédimentation de la frustration, c'est une belle expression, qui a conduit à ce que justement les jeunes puissent se dire « ça suffit, faisons quelque chose ». Mais ce que je voudrais toujours chercher à comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que la jeunesse sénégalaise ait pu se mettre debout et dire « ça suffit », alors qu'il y a des pays en Afrique où les problèmes sont beaucoup plus graves, où les conflits politiques sont beaucoup plus sérieux, où les problèmes de succession au pouvoir sont beaucoup plus sérieux, avec des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir, avec des jeunes qui essaient de s'organiser mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui a fait qu'ici, la jeunesse a réussi ce pari que n'arrivent pas à réussir les jeunesses qui sont dans d'autres pays africains et qui font face pratiquement aux mêmes problèmes, ou si pas plus, que ce qu'on voit ici au Sénégal. Donc ça, c'est... Nous sommes au Codestria, nous avons plusieurs collègues qui sont venus de plusieurs pays. Je voudrais quand même que vous nous aidiez à comprendre cela, et peut-être que quelqu'un a dit que ce n'est pas un modèle à exporter, mais pourquoi pas si on peut l'exporter? Si on trouve que le modèle a réussi ici, pourquoi ne pas l'exporter? Pourquoi ne pas faire en sorte que ce qui a si bien marché sans qu'il y ait tant de cas comme c'est le cas en Tunisie, pourquoi ne pas exporter ce modèle dans d'autres pays pour que là aussi ça marche et qu'on arrive vraiment à gagner, réussir le pari que la jeunesse sénégalaise a réussi ici? Voilà, ça c'est ma question. Maintenant, je voudrais faire un commentaire sur votre question. Vous vous posiez la question de savoir ce que les Codestria visent en organisant un tel institut ou en organisant une telle table ronde. Heureusement, vous avez vous-même répondu à la question. Vous dites, ce qui manque à l'Afrique, entre autres, c'est qu'il n'y a pas de modèle de développement à nous, n'est-ce pas? Ce qui manque à l'Afrique, c'est que nous n'arrivons peut-être pas à suffisamment, ou même peut-être pas conscientiser les dirigeants africains. Je n'ai pas suivi la suite de votre développement parce que j'ai dû me déplacer. Mais voilà, c'est ça notre préoccupation. Comment développer l'Afrique, ou si vous voulez, comment développer l'Afrique autrement que ce qu'on fait aujourd'hui? Je venais de répondre tout à l'heure aux journalistes que en organisant un institut sur le rôle de la jeunesse dans la transformation sociale, nous voulions sortir de ces clichés négatifs où l'on dit les jeunes, ils sont là uniquement pour les mauvaises choses, pour casser, pour insulter, pour etc. C'est ce mauvais rôle qu'on attribue à la jeunesse. Et on a dit, ben non, il n'y a pas que ça. Et il doit y avoir quand même un autre rôle beaucoup plus positif que la jeunesse peut jouer dans le développement de nos continents, de notre continent et de nos pays. Et donc, si on arrivait à bien comprendre ce rôle-là, que la jeunesse joue dans la transformation de nos sociétés, peut-être qu'il faudrait alors capitaliser sur ce rôle que la jeunesse joue pour que notre continent, nos pays se développent. D'autant plus que la jeunesse est majoritaire dans nos pays, n'est-ce pas? Nous sommes, on le dit toujours, un continent jeune, avec démographiquement la plus grande